Bonjour à toutes et à tous, bon réveil, bienvenue sur Free Week. Ce matin, dans la pensée et éveil, je vous parlerai du lendemain qui se chargera de lui-même. Juste après cela, dans la rubrique Instant Prestige, j'aurai à parler d'entrepreneuriat agricole, du manioc à l'opportunité économique. Je serai pour la circonstance avec Édouard Théophile Adianoun. Il est président de l'Union communale des coopératives des transformateurs et transformatrices de manioc de Ouida. Juste après lui, chers amis internautes, dans la tribune virale, on parlera autour de la thématique suivante: carrière, religion, mariage, reconversion. Jusqu'où va le droit des enfants sur les choix de leurs parents? Je serai avec Achille Kouenou, Diane Kouagou et Nassirine Fatoumbi. Chers amis internautes, voilà un peu l'ossature de Free Week de ce samedi. Juste après l'instant pub, on se retrouve pour la rubrique Pensée et éveil. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Bedroumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Apprendre chauffeur, c'est sentier. Oui, c'est sentier. Ouais, non, tu vas bien, tu vas Ensemble, disons oui à la courtoisie au volant. Stop à l'excès de vitesse, à la distraction au volant et à l'incivisme sur la route. Chers amis internautes, le lendemain se chargera de lui-même. Nous passons parfois une partie de notre existence à souffrir de lendemains qui ne sont pas encore arrivés, à redouter des épreuves que nous n'avons pas encore rencontrées et à épuiser aujourd'hui par des inquiétudes dont demain seul détient les réponses. La Bible nous rappelle avec une sobriété saisissante, je cite: « À chaque jour suffit sa peine », fin de citation, Matthieu 6, verset 34. Le Coran, dans une sagesse qui fait écho à cette confiance, enseigne à son tour, je cite à nouveau: « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit », fin de citation, Coran, sourate 65, verset 3. Le bouddhisme, quant à lui, nous invite à revenir
au présent plutôt qu'à nous consumer dans l'anticipation. L'hindouisme enseigne d'accomplir son devoir sans s'asservir au résultat et le stoïcisme nous rappelle de distinguer ce qui dépend de nous de ce qui échappe à notre pouvoir. Chers amis internautes, des traditions différentes, des langages différents, mais une intuition profondément commune. Ne laissez pas l'inconnu de demain détruire la paix d'aujourd'hui. Car combien de fois avons-nous eu peur d'un événement qui n'est jamais arrivé? Combien de nuits avons-nous sacrifié à des scénarios que la réalité n'a jamais écrits? Nous voulons connaître l'issue avant même d'avoir commencé le chemin, alors que l'existence ne nous a jamais promis ce privilège. Faites donc ce qui dépend de vous. Aimez pendant que vous pouvez aimer, travaillez pendant que vous en avez la force, priez lorsque votre cœur vacille, réparez ce qui peut encore l'être, et pour le reste, déposez-le entre les mains de Dieu, créateur du ciel et de la terre, maître du monde visible et de l'univers invisible, car il existe une sagesse presque glaçante dans le fait d'accepter que nous ne maîtrisions ni le lendemain, ni les événements, ni les hommes, ni même parfois la durée de notre propre présence ici-bas. Alors, pourquoi mourir aujourd'hui d'angoisse pour une bataille que demain ne vous livrera peut-être jamais? La leçon du jour, chers amis internautes, faites votre part avec courage, puis laissez au temps, à la vie et à Dieu le soin de faire la leur. Le lendemain se chargera de lui-même. Quant à vous, ne gaspillez pas aujourd'hui, c'est le seul jour dont vous êtes réellement certain. Et chers amis internautes, si je devais ajouter un commentaire, c'est de rappeler aux uns aux autres que la seule certitude dont nous sommes détenteurs sur cette terre, c'est l'instant présent. Même lorsque nous sommes en pleine émission et que nous sommes assis, par exemple, et que nous parlons, nous n'avons même pas l'assurance de finir convenablement cette émission, nous n'avons même pas l'assurance de bien finir. Certes, nous avons pris des prédispositions, peut-être allumer un groupe électrogène au cas où nous aurons une coupure d'électricité, peut-être que nous avons pris des micros et autres, mais il existe parfois des effets, des faits que nous ne pouvons même pas expliquer, mais qui relèvent souvent de l'invisible. Et on dit souvent, lorsqu'on se réfère aux spiritualistes, que l'invisible gouverne le visible. Et donc, il existe des choses que nous n'avons même pas idée. Il y en a parfois, lorsqu'ils ont vu le jour, ils ont eu l'ambition d'exercer dans une carrière que eux, ils pensaient prometteurs, mais la vie a fait d'eux autres types de professionnels et qui leur donnent aujourd'hui peut-être un jour plus heureux que l'autre. On a vu des parents avoir investi sur les enfants, avoir offert à leurs enfants tout le cadre nécessaire pour qu'ils puissent être des enfants prodigieux, des enfants admirables, mais le paradoxe demeure. Il faut dire que seul le créateur du ciel et de la terre, le souverain des destinées, si je peux le baptiser ainsi, seul lui connaît les destinées. Et parfois même, on se dit, j'ai 34 ans, j'ai 41 ans, j'ai 56 ans, j'ai par exemple 69 ans, je vais fêter mes 70 ans, sans savoir que peut-être on est dans la dernière année. Et pour ce rappel, je me rappelle très bien qu'il y a cela quelques jours, pour ne pas dire quelques mois, quelques semaines, on avait avec nous sur ce plateau Elisabeth Iladja, avec qui on était en bonne ambiance. Personne n'était à milieu de connaître que sa vie connaîtrait un épilogue courant cette année 2026, lorsque nous nous souhaitions les meilleurs vœux. Et pour dire que la vie, elle est prise d'incertitude. Et donc la seule chose qui nous appartient, c'est l'instant présent qu'il faut vivre. Et pas il faut vivre en finissant toutes les prévisions que nous avons, parce qu'on se dit que bon, demain, on n'aura rien, demain on peut mourir, mais il faut garder à l'esprit que à chaque jour suffit sa peine et le lendemain se chargera de lui-même. Chers amis internautes, à présent, nous passons à l'instant prestige. L'instant prestige ce matin sur Freeweek, chers amis internautes, on parlera d'entrepreneuriat agricole, du manioc à l'opportunité économique. C'est la thématique. On parlera de coopératives, de formation, d'accompagnement public. On s'interrogera de savoir comment professionnaliser la formation du manioc, parce que au Bénin, le manioc n'est pas seulement une culture vivrière, il est aussi une matière première, une source de revenus et un véritable potentiel d'entrepreneuriat. Et le gouvernement, à travers différents
différents projets et mécanismes d'accompagnement entendent également favoriser la transformation du secteur agricole et agroalimentaire. Pour en parler, je reçois ce matin Édouard Théophile Adjanohou. Il est le président de l'Union communale des coopératives des transformateurs et transformatrices de manioc de Ouida et président de la société coopérative La Dernière Trompette. Président, bonjour. Bonjour, M. Kader. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci d'être dans nos studios ce samedi matin. Merci également à vous. Alors, pour commencer aujourd'hui, les transformateurs et transformatrices de manioc de Ouida, qui sont-ils en réalité quand on en parle? Merci, Kader, pour cette invitation très importante. Je dirais que qui ils sont en vérité? Ce sont des acteurs qui ont reçu des formations et qui ont créé des coopératives et se retrouvent ensemble pour transformer le manioc en ses dérivés. Avant d'aller un peu loin, les coopératives, c'est quoi? C'est parce qu'on entend souvent, on entend parler de quart. Pour quelqu'un qui entend mais qui n'a jamais eu la chance de comprendre, c'est quoi une coopérative? Dites-nous. Pour ce qui concerne les quarts, c'est avec nos amis qui sont dans l'huile rouge et autres, le palmier et autres. Mais pour ce qui concerne la coopérative en général, basée sur la loi de l'OHADA, c'est le fait que des acteurs se mettent ensemble pour le même objectif. C'est par exemple, quand je prends le cas de nous, nos coopératives, par exemple, en raisonnant de filière en filière, chez nous, c'est le manioc. Des acteurs de transformatrices de manioc se réunissent ensemble pour se doter de lois régies par l'OHADA pour avoir la même vision, celle de transformer des produits, celle de commercialiser ensemble et de partager les bénéfices ensemble. Alors, lorsqu'on parle du manioc, qu'est-ce qu'il représente dans le secteur agricole au Bénin? C'est une filière porteuse, le manioc? Quand on parle de manioc, beaucoup ne comprennent pas encore pour le moment ce que c'est que le manioc. Le manioc, au-delà de ce que nous pouvons en manger, le manioc rentre en compte de ligne dans beaucoup d'autres produits à la transformation. J'en veux pour preuve la transformation de manioc, par exemple en gari, sokwi, la transformation de manioc en farine panifiable. Là, c'est le choc même. Beaucoup ne comprennent pas. Au lieu d'utiliser le blé, par exemple, qui vient de l'extérieur, le mieux, c'est d'utiliser la transformation de manioc en farine panifiable pour le pain que nous mangeons, pour les amuse-gueules et tout ce qui contient la pâtisserie. Ça, c'est très important. C'est de la valeur ajoutée pour notre pays désormais si nous faisons cette promotion-là. Vous avez également le manioc en transformation de l'éthanol qui génère beaucoup de milliards. Vous avez également l'amidon qui est sollicité à l'extérieur, surtout par les firmes pharmaceutiques et autres. Donc, quand on parle de manioc, on voit derrière manioc des milliards. Et l'État a bien fait d'accompagner cette filière et en a fait une filière spéciale dans notre pays, le Bénin. Avant de parler de l'accompagnement de l'État, lorsqu'on parle de transformation du manioc, on peut s'interroger de savoir quelle place cette activité occupe dans l'économie locale, par exemple. Est-ce que la transformation du manioc peut, j'allais dire, être aujourd'hui comme une activité d'entrepreneuriat agricole? Ou est-ce qu'on peut avoir de l'entrepreneuriat agricole autour du manioc? Avec le manioc aujourd'hui, non seulement on peut aller en entrepreneuriat, mais on peut avoir de la valeur ajoutée. C'est une grande entreprise, le manioc. C'est une grande entreprise. Et en parler fait du bien à la population, fait du bien également aux acteurs et les populations qui ne comprennent pas en réalité que s'attacher au manioc peut leur donner également de la valeur ajoutée. Alors, avant d'aller à l'accompagnement que le gouvernement vous a fait et véritablement les perspectives dans ce sillage-là, j'ai bien envie de vous poser la question de savoir, aujourd'hui,
j'ai constaté depuis que vous parlez que vous insistez sur les coopératives, c'est-à-dire qu'il faut se constituer en coopérative. Alors pourquoi il est devenu si important pour les producteurs et transformateurs de ne plus travailler individuellement? C'est vrai, vous touchez un point très important parce que la psychologie du Béninois fait que le Béninois n'aime pas travailler ensemble avec d'autres. Oui. Or, nous sommes désormais dans un monde de globalisation où cela s'impose désormais. Et que lorsque, je prends par exemple un exemple, que vous avez besoin de 100 000 francs par exemple pour créer une entreprise. Et que si vous vous mettez en coopérative de 10 personnes par exemple, vous n'aurez qu'à débourser 10 000 francs CFA et réunir vous les 10, les 100 000 francs. Donc non seulement la coopérative aide et les... Pareil pour les bénéfices, il faut diviser par 10. Il faut diviser par 10, bien entendu. Ce que nous appelons les parts sociales et les dividendes seront les parts sociales. Et donc, par conséquent, lorsque 10 personnes se mettent ensemble en coopérative, dotées par des lois de l'OHADA pour faire avancer une entreprise, cela marche forcément. Et si ces 10-là se dotent d'une compétence pour accompagner cette entreprise-là. Donc, c'est ultime, même très important même, de se mettre ensemble pour travailler. Chacun dans sa compétence et dans son rôle. Mais qu'est-ce qu'un producteur agricole gagne à intégrer une coopérative? Lorsque, par exemple, moi, Kader, j'ai envie de faire du manioc, pourquoi je dois intégrer une coopérative avant d'être dans la filière? Intégrer une coopérative, par exemple, vous facilite la tâche si vous en avez effectivement aussi la vision. Parce que tout part de là aussi. Il ne suffit pas seulement d'intégrer une coopérative, mais il faut avoir la vision de ce que cette coopérative-là fait. Donc, si vous avez la vision et que vous intégrez cette coopérative-là et que vous payez votre part sociale, comme Kader et mon frère, par exemple, vous déposez toute votre compétence à disposition de cette coopérative-là pour faire prospérer cette coopérative-là. Vous avez forcément, en tant que journaliste, votre rôle. Par exemple, sur la communication et sur la commercialisation des produits et autres, par exemple. Donc, il est important pour vous d'intégrer une coopérative pour faire accompagner cette coopérative-là. Ne serait-ce que encore sur la mise en marché de ces produits-là également. Donc, vous êtes les bienvenus. Alors, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui, parfois diplômés sans emploi, souhaitent ou ambitionnent faire carrière dans l'agriculture. Est-ce que vous leur donnez l'espérance qu'ils puissent faire carrière dans l'agriculture? Depuis plus d'1 an, j'ai commencé même avec mes propres fonds par faire des voyages pour sensibiliser la jeunesse à aller à l'agriculture. Parce que c'est le seul métier dans lequel vous n'avez pas le mensonge ou vous n'avez pas la trahison. La terre ne ment jamais. La terre vous donne toujours en retour ce que vous semez sur elle. Et donc, par conséquent, pour la création d'emplois aujourd'hui, je demande à tous ces jeunes sans emploi de venir à l'agriculture ou même d'aller nous voir pour des renseignements très importants pour ne serait-ce que rester ensemble pour créer des coopératives. Il y a des étapes pour, et il y a également l'élaboration des projets et autres. Nous y sommes pour les aider. Vous y êtes. Tout à l'heure, vous parlez d'accompagnement du gouvernement. Le gouvernement a eu à faire quoi déjà concrètement pour vous et qu'est-ce qu'il compte ou qu'il vous a promis encore? Quand on parle de gouvernement, je dis chapeau, en commençant d'ailleurs par le gouvernement de l'ex-président de la République, son Excellence Patrice Talon, qui a fait beaucoup durant ces 10 ans-là pour les coopératives sous les 2 angles, les SCOPS, les coopératives simplifiées, et également les coopératives SCOP CA, les coopératives à conseil d'administration. L'État a mis beaucoup de milliards à disposition via les projets, non pas pour des prêts,
mais pour des subventions, pour ce qui concerne les coopératives qui ont une bonne gouvernance. Encore moins le président actuel, le président Wadayi, a pratiquement les mêmes visions que son prédécesseur et désormais a une offensive à l'éradication de la pauvreté au travers de ces coopératives-là et ces projets. Comment c'est possible à travers ces coopératives et des projets? C'est possible si vous avez la vision, c'est possible si vous avez un plan, c'est possible également si vous avez une stratégie pour atteindre les objectifs de votre vision, c'est possible également si vous vous entendez bien au sein de cette coopérative-là pour gérer dans la sincérité cette coopérative-là. Il y a des outils de gestion, par exemple, qu'il faut avoir pour ces coopératives-là. Il y a les PV qui sont mentionnés, il y a les cahiers de caisse, il y a les cahiers de banque, il y a les cahiers de visite, etc., etc. Il y a les cahiers de vente. Si vous avez tous ces outils de gestion et vous planifiez bien votre transformation ou votre production, l'État vous accompagne. Et vous pouvez bénéficier de ces subventions-là pour l'acquisition des matériels et autres. Nous avons également FNDA qui accompagne beaucoup qui accompagne beaucoup de ces acteurs-là également à des taux réduits. Ça, c'est important. Vous parlez de taux de réduit, vous parlez de combien de pourcentage? Au-delà de ce qu'avec les microfinances, vous pouvez aller jusqu'à 24%. Avec FNDA, vous pouvez aller à moins de 12%. Et pour ce qui concerne l'acquisition des matériels, à environ 2 ou 3%. 2 ou 3% à ce niveau-là. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez encore du gouvernement? Puisque vous avez dit que avec les promesses de l'administration gouvernementale actuelle, celle présidée par le président Romuald Wadayi, on peut, à travers les coopératives et des projets, éradiquer la pauvreté. Comment cela est possible? Cela est possible si véritablement le gouvernement a l'œil sur ce qu'il met à disposition de ces acteurs-là au travers de ces projets-là. S'il y a un suivi et évaluation par rapport à ces coopératives-là, si les normes sont respectées et que les acteurs véritables bénéficient de ces appuis-là, je pense que la possibilité d'éradiquer la pauvreté, l'extrême pauvreté, bien entendu, sera une réalité. Mais comment cela est possible dans un cadre où vous, en tant qu'individu, vous vous constituez en coopérative? Quelle est l'interaction que l'État aura avec les coopératives? Est-ce que l'État devient régulateur ou arbitre? L'État, via ses structures et directions techniques, joue ses rôles de régulateur presque tous les jours. Vous avez par exemple la structure de l'ATDA, par exemple. Dans notre zone de Ouida, c'est le pôle 7. Vous avez l'ATDA qui s'occupe, bien entendu, de l'accompagnement technique et autres. Vous avez également FNDA qui accompagne même jusque dans les microfinances pour que vous ayez des fonds de roulement et autres pour accompagner votre vision. L'État a beaucoup d'autres projets également et directions techniques. Quel type de projet? Bon, pour le moment, nous avons bénéficié d'un projet de la part de PADAM. Il y a d'autres projets qui s'occupent du manioc, de l'igname et de la patate douce également. Donc, si je comprends bien, chaque filière, chaque tubercule a un projet pour faciliter la culture au niveau des entrepreneurs agricoles. Bien entendu, l'État raisonne désormais en termes de filière. C'est ainsi que vous avez, tel que nous en parlons aujourd'hui, la filière manioc, en production comme en transformation, qui tend désormais vers l'interprofession. Tout est fin prêt. Vous avez également riz comme une filière qui est déjà à l'interprofession. Vous avez le coton, vous avez le soja, vous avez l'anacate.
l'État raisonne Il y a en termes de filière. l'IAM aussi? Oui, oui, il y a l'IAM surtout. Surtout. Alors, aujourd'hui, quand on parle de ces coopératives-là, est-ce que les coopératives existent uniquement pour la filière du manioc ou il y a des coopératives pour les autres filières également? Non, mais tel, je l'ai cité, ces autres filières-là, par exemple, l'État accompagne toutes ces filières. Il y a des filières phares pour le gouvernement depuis il y a 10 ans avec le président Patrice Talon et également avec la continuité avec son Excellence le président Wadayi Oromialde également. Donc, l'État raisonne en termes de filières et l'État accompagne spécifiquement des filières En termes d'accompagnement de filières phares, quelle est la position qu'occupe le manioc dans les priorités du gouvernement? Dans ces filières phares-là, le manioc y figure. Elle y figure. Mais nous souhaitons que le gouvernement accentue encore davantage son accompagnement par rapport à la filière. Parce que surtout, nous comprenons qu'au niveau des mairies, par exemple, les mairies ne comprennent pas pour le moment l'utilité de la transformation de manioc en ces produits-là. Quand on parle par exemple de gari, on pense que le gari foisonne dans les marchés, par conséquent le gari ne peut pas avoir de la valeur ajoutée. Or, c'est faux. Quand vous allez à Savalou, par exemple, à Ouessé, le gari est labellisé, le gari sorti et apporte de la valeur ajoutée. Il faut que cela s'étende également dans les autres zones et pour que les mairies comprennent éventuellement que les unités de transformation peuvent apporter beaucoup de la valeur ajoutée et également peut être imposée au travers des taxes et autres pour générer des bénéfices. Quand on parle des producteurs, par exemple, ils sont exonérés de toute taxe. Or, la transformation peut beaucoup contribuer à l'évolution et à la promotion de l'économie béninoise via le manioc. Via le manioc. On va y revenir tout à l'heure pour conclure. J'ai une question. Quelle est la région du Bénin dans laquelle la culture du manioc est assez féconde? Mais ça, je ne suis pas sur le plateau pour mentir, qu'il vous souvienne que au-delà de mon métier d'agriculture, je suis encore un homme de Dieu. En termes de grande capacité, il faut voir d'abord Savalou-Ouessé. Savalou-Ouessé. Oui, oui, il faut voir d'abord Savalou-Ouessé. Après? Bon, sans oublier ma terre natale, Ouida. Ouida. Dans la zone de Ouida, nous avons assez de terre. Quand nous prenons par exemple Savi, Gakpé et autres, il y a des milliers d'hectares de manioc qui sont produits chaque année. Quand je prends les statistiques chez nous, à Ouida, dont je suis le président de l'Union communale des coopératives des transformateurs et transformatrices de manioc, à Ouida, l'année dernière, nous en avons fait jusqu'à 19 000 tonnes. Cette année, dans notre plan de travail annuel, nous avons projeté d'aller jusqu'à 21 000 tonnes de manioc. Alors, quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés à Ouida? À Ouida, surtout, je pense que les producteurs en produisent beaucoup. Surtout, en l'occurrence, cette année, le manioc a complètement chuté, où vous pouvez acheter le quanti à 7 000 francs, 8 000 francs. Or, par le passé, on en prenait jusqu'à 15 000 francs. L'autre difficulté également pour les transformateurs, il y a le marché. Il y a le marché, il y a l'accompagnement pour avoir l'ISO via la BSA. Il y a également les équipements qui nous manquent beaucoup. Il y a les équipements qui nous manquent beaucoup. L'État déjà en fait au travers des projets, mais nous profitons de cette opportunité pour solliciter la main forte du président de la République, le président Wadayi, qui est également un acteur pour votre information. Il aime beaucoup l'agriculture et il est dedans également comme acteur très dynamique. Donc nous crions vers lui pour lui dire de se souvenir davantage de nous par rapport au matériel, à l'acquisition des matériels, par rapport aux formations adéquates
pour en faire une grande entreprise d'agroalimentaire dans notre pays, le Bénin. Merci à vous pour ce moment d'échange. Une petite conclusion. Pour vous, comment à travers le manioc vous comptez, j'y arrive, contribuer au développement de l'économie nationale? Sur ce, je voudrais t'informer également que c'est une vision qui cadre véritablement aussi avec la vision de l'État qui est en train d'installer même des usines probablement pour plus accompagner cette filière. Dans le manioc, je continue toujours de dire que c'est des milliards derrière. Si la filière est bien structurée, si la filière est bien accompagnée, si la filière a les yeux des gouvernants, désormais, cette filière peut nourrir et apporter plus à l'économie béninoise. Je ne voudrais pas terminer sans informer nos téléspectateurs, en l'occurrence ceux qui sont de la zone de Pomassé, de Tori et de Ouida, ce que nous appelons dans notre jargon KTO, et que nous avons une formation le 27 et le 28 août 2026 à Ouida, à l'usine de transformation de la coopérative La Dernière Trompette, pour accompagner ces acteurs-là à mieux maîtriser les nouvelles techniques de transformation en farine panifiable, en gari sorgho et bien entendu en gari amélioré au lait et citron. Je crois qu'on aura le temps peut-être d'effectuer un constat sur le terrain pour voir un peu comment ça se passe. Merci à vous. Ça nous fera beaucoup plaisir. Edouard Théophile Adjanaou, je rappelle que vous êtes le président de l'Union communale des coopératives des transformateurs et transformatrices de manioc de Ouida et président de la société coopérative La Dernière Trompette. Merci à vous pour ce moment d'échange. Tout à l'heure, on va passer, chers amis internautes, au panel de discussion. Mais avant, j'ai quand même envie de poser une question quand même à notre invité qui est également pasteur. Dites-nous, entre la carrière, la religion, le mariage et la reconversion, jusqu'où va le droit des enfants sur les choix de leurs parents? C'est-à-dire quoi? Lorsqu'on a un enfant, selon vous, est-ce que le parent est habilité à dicter entièrement sa volonté à l'enfant? C'est lui qui choisit sa carrière, c'est lui qui choisit sa religion, c'est lui qui choisit même, si possible, qui approuve l'épouse qu'il doit avoir ou l'époux qu'elle doit avoir. Le pasteur que vous êtes, qu'est-ce que vous avez à me dire rapidement? Merci, Kader, pour cette question un peu pertinente. Je voudrais dire que si un pasteur le fait ainsi, c'est en méconnaissance des lois de la Bible. J'en veux pour preuve que j'ai commencé par dire aux nôtres que l'absence de l'enseignement des lois de la Bible fait que nous constatons un peu de dérive dans les églises. Sinon, le choix de conjoint, le choix des filières de l'enfant doivent émaner de cet enfant-là en vérité. L'enfant qui fait carrière à l'université doit pouvoir avoir une vision, et les parents sont habilités à l'accompagner dans cette vision-là. Il y a également que le choix également de conjoint pour ce qui concerne nos jeunes filles, nos jeunes garçons, pose également problème parce que les pasteurs s'imposent pour dire non, ce n'est qu'à l'église que vous pouvez trouver vos conjoints et les accompagner. Je pense que c'est contraire au principe des droits de l'homme et également des droits universels. Nous devons pouvoir laisser nos enfants faire leur chemin. Mais il peut y arriver. Il peut y arriver. Quand je prends mon cas, par exemple, j'ai une fille, ma fille aînée, qui avait des difficultés, mais qui avait la vision de faire un bac D. Mais quand j'ai vu les filières dans lesquelles elle excellait, je l'ai orientée vers une nouvelle filière au temps du président Yaïboni qui était l'IMI, c'est-à-dire l'informatique. Quand je l'ai fait ainsi, elle a fini par comprendre que véritablement c'était son étoile polaire. Actuellement, elle est informaticienne, elle est fonctionnaire d'État, elle travaille dans un des ministères de la place. Il y a également ma deuxième fille qui est allée au BPC Talon
le BPC de 2016, et qui avait 14,28, mais 5 en mathématiques. Là, j'ai discuté avec elle, de commun accord avec elle. Donc, vous estimez qu'il faut dialoguer avec les enfants? Il faut dialoguer, ça c'est très important. Je ne l'ai pas fait seul. J'ai fait tout au moins environ 3 semaines à discuter avec elle. Tous les jours, on se rencontrait, on se parlait sur le choix. Et on a fini par faire le choix de G1. Et quand elle s'appelle Pelagia Dialamo, elle est actuellement en France pour ses études, où elle doit commencer le master en droit numérique et intelligence artificielle. Donc, elle a fait une licence ici en administration territoriale. Quand elle a commencé seconde, elle est devenue première de sa classe, même avec 20 en choses-là, en comptabilité. Première également, elle est devenue première. Terminale, elle est devenue première. Et par finir, elle est devenue première du Bénin au bac G1 2019. Félicitations. Elle a fait une licence en administration territoriale. Elle a fait les droits à l'université d'Orléans. Elle va en Normandie pour son master désormais en droit numérique et intelligence artificielle. Il faut accompagner les enfants, il faut les suivre, il faut voir ce qui convient pour eux et ne pas leur imposer nous-mêmes notre vision. J'ai fait même une remarque que très souvent, les enfants n'ont pas les mêmes visions que nous. Tout à fait. Une petite digression, parce que c'est sûr que ceux qui nous suivent auront envie de vous poser cette question. Oui. Pour le pasteur que vous êtes, est-ce que vous encouragez les parents à envoyer les enfants étudier à l'étranger? Alors que nous avons des universités au Bénin, nous avons le gouvernement qui favorise quand même les filières techniques et professionnelles. Pour vous, est-ce que étudier à l'étranger est rassurant et gage d'un avenir radieux? Bon, ça, sur ce point, je vais vous étonner, parce que je dis souvent que ceux de l'extérieur viennent voler nos enfants pour les amener à l'extérieur. Parce que, quoi, lorsque l'enfant va là-bas pour ses études, l'enfant n'a plus envie de revenir au pays. Pourquoi? J'ai écrit à ma fille, il y a seulement 72 heures pour dire mon vœu pour toi, c'est que tu reviennes après ton doctorat, servir ta nation, ma nation. J'ai dit ça à ma fille. C'est bon d'envoyer les enfants à l'extérieur étudier. Parce que quand vous échangez avec eux, quand vous dialoguez avec eux, souvent, elles disent que ceux qui viennent de l'extérieur ont de la valeur ajoutée que les autres qui ont fait l'université du Bénin. Et par conséquent, ils ou elles également veulent aller à l'extérieur, avoir leur diplôme, qu'on dise diplômés de l'université, tant de Harvard et autres comme notre frère, ami, qui a désormais le droit d'aînesse au Bénin, Robia Douadaï. Je suis pour, mais dans la moindre mesure, qu'on effectue un retour triomphant pour servir sa nation. Ça, c'est très important. Merci à vous, monsieur Théophile Adjanaou, pour ce moment d'échange. Chers amis internautes, à présent, on passe à la tribune virale. La tribune virale, je suis avec Diane Kouagou, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là. Bonjour à vous, Nasrine Fatoumbi. Bonjour Kader. Merci d'être là. Bonjour, Achille Founou. Bonjour Abdelkader. Merci pour l'acceptation du sacrifice de ce samedi matin. C'est un plaisir d'être ici. On espère que ce soit un plaisir constant. Ah oui, on l'espère vivement. On l'espère vivement. Alors, ce matin, on parle de carrière, de religion, de mariage, de reconversion. Jusqu'où va le droit des enfants sur le choix de leurs parents? Diane Kouagou, première intervention. Qu'est-ce que vous pensez de la thématique de ce matin? Je pense que c'est une bonne thématique. Et jusqu'où va le choix et jusqu'où va le droit des enfants sur le les choix de leurs parents? Bon, je dirais plutôt que les enfants auront le droit de peut-être s'exprimer, dire ce qu'ils pensent sur le choix de leurs parents, mais la décision reviendra toujours aux parents. Peu importe ce qui. Vous estimez que, quelle qu'en soit, la décision finale revient toujours aux parents? Oui. Vous allez argumenter dans un sens tout à l'heure. Nasrine Fatoumbi, quelle est votre opinion à vous? Bon, moi je pense que les enfants, quoi qu'en soit leur âge, doivent obéissance à leurs parents, même si il arrive à des moments donnés qu'ils ne sont pas du tout d'accord sur la décision. Après, le choix revient à l'enfant de dire, bon, peut-être papa a raison, il m'a dit de faire telle filière, maman a raison, il m'a dit
de faire telle filière. Mais moi, je crois que le choix revient toujours à l'enfant parce que c'est lui qui veut étudier. C'est lui qui veut étudier. Donc pour vous, l'enfant, son opinion est prépondérante. Oui, il faut toujours communiquer. La communication est importante. Est importante. Et vous, Achille Kouinou, le seul coq de la basse-cour de ce moi, jour. je dirais que les parents ont seulement un droit d'accompagnement. Voilà, les parents doivent seulement... Qu'est-ce que vous mettez dans le droit d'accompagnement? Oui, déjà, un enfant qui naît, le parent qu'il est, a déjà vécu beaucoup d'expériences avant que lui ne vienne au monde. Il a déjà vu beaucoup de choses, fait beaucoup de choses que l'enfant n'imagine pas. Alors, quand l'enfant décide, par exemple, de dire que, voilà, moi, je veux devenir docteur, par exemple, et ce parent, par exemple, a eu à faire peut-être, et dans un passé, une filière et peut-être ça n'a pas marché pour lui. Déjà, le parent pense que, parce que ça n'a pas marché pour moi, toi, tu ne peux pas être docteur, parce que moi, j'ai rencontré telle difficulté. Mais sans savoir que les réalités ne sont pas les mêmes, parce que chaque jour, les choses changent. Et aujourd'hui, ce qui se passait, la façon dont la médecine se faisait il y a 20 ans, 30 ans, ce n'est pas la même chose que ce qui se fait aujourd'hui. Il y a une nette différence, les choses évoluent. Et ne pas vouloir que l'enfant, je vais dire, mettre en pratique, puisse réaliser, je vais dire, voilà, j'arrive, son rêve, c'est un péché. Il faut juste accompagner l'enfant et voir aujourd'hui, avant, voilà ce qui se faisait. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se fait? Chercher à comprendre ce qui se fait et pouvoir dire, ah tiens, ici, je pense que oui, si tu le fais comme ça, ça peut aller. Mais avant, quand on le faisait comme ça, là, ça n'allait pas. Donc si c'est comme ça on fait aujourd'hui, je pense que si tu gères comme ça, ça peut aller. Mais Diane, accompagnement. Diane, quoi, vous estimez que l'enfant doit être assujetti à la volonté de ses parents? Pourquoi? Je vais prendre le cas du mariage. Je prendrai le cas du mariage. Pourquoi? Je prends un exemple. Achille est là et puis il choisit une femme et puis ses parents... Choisit qui? Morissette, par exemple? Voilà, Morissette. Parce qu'on a vu toujours que Achille aime chanter beaucoup. Morissette, merci, c'est pour le constat. Et il choisit Morissette comme sa conjointe et puis il l'amène à la maison, il la présente. Les parents ont toujours une avance sur nous et ils peuvent vite comprendre en analysant le type de femme qui est là. Donc si après le départ de Morissette, je ne pense pas qu'ils peuvent dire des trucs mauvais devant, et mauvais plutôt. Il y a d'autres parents là, ils n'ont pas leur langue dans la poche. Ils vont te dire ça devant. Mais bon, c'est pas tous les parents. Donc après le départ, ils peuvent interpeller Achille, par exemple, et lui dire, cette femme, tu es sûr que ça peut marcher entre vous? Tu es sûr que c'est une bonne femme? Et pour moi, je dis toujours que, surtout quand la maman parle, ça a toujours un poids parce qu'elle a été jeune fille, elle sait ce qui peut marcher, ce qui ne peut pas marcher. Voilà. Donc pour vous, la maman sait qu'on se soit avisé. Mais est-ce que vous ne voyez pas parfois un conflit de génération dans les décisions qui sont prises de part et d'autre, que ce soit du côté de la maman ou de l'enfant? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Pourquoi? Parce que on parle de génération et on dira peut-être que nos parents sont de l'ancien temps et que ce qui se passait, ce n'est plus, et que j'ai le choix de choisir ce que je veux, de choisir telle femme, de choisir tel homme. Mais on oublie une chose. Et si on prend cette femme et qu'après ça ne marche pas, on se rappelle de ce que nos parents nous avaient dit, telle femme n'est pas bonne pour toi, tel homme, je ne le vois pas trop aller loin avec toi. Donc au final, je dirais toujours que la vie des parents, aucun parent ne peut décider un mal pour son enfant. Aucun parent. Dans Sine Fatoumi, pareil, aucun parent ne peut décider, ne peut vouloir du mal pour son enfant. Alors pourquoi vous estimez par exemple que l'enfant, lui, doit avoir son opinion et que c'est sa volonté qui doit être plus ou moins respectée? Bon, je dirais que c'est sa volonté. Parce que c'est sa vie, par exemple. Oui, c'est sa vie. Comme vous l'avez annoncé, bon, je n'ai pas tellement gardé les propos de votre invité de ce matin. Il dit qu'il a eu à discuter avec son enfant
il a eu à discuter avec ses enfants, bon, pourquoi tu veux faire ci, pourquoi tu veux faire ça. Vous savez, tout est dans la communication. Si vous décidez à ce que, bon, Achille se marie avec Diane, par exemple, et puis lui dit, mais c'est Morissette, je veux, mais c'est à lui de vous expliquer pourquoi c'est Morissette, tu veux, tu ne veux pas. Parce voilà, parce que vous ne savez pas. Les parents ne savent pas ce que Achille est très content là. Bon, c'est juste un exemple parmi. C'est un exemple parmi tant d'autres. Comme Diane a parlé du mariage, et j'aimerais quand même continuer sur ça lancée. Donc du coup, on va parler de mariage, on va parler de conversion, on va parler de oui. Tout à fait. Donc du coup, moi, c'est à Achille d'appeler ses deux parents. Papa, tu sais, je préfère Morissette parce que j'ai vu telle chose avec elle. Mais avec Diane, on n'est pas sûr d'aller très loin. Elle n'est pas aussi mauvaise que ça, mais c'est mon avenir qui est en jeu avec Morissette. Mais si vous voulez que je prenne les deux, qui suis pour refuser? Si vous avez déjà la capacité de me supporter et de me soutenir, moi, même si je peux déjà soutenir deux femmes. Donc, moi, je pense que l'enfant aussi a son mot à dire. C'est pas tout le temps les parents. Vous savez, c'est pas ce que... Il y a des fois, des parents vous donnent des phases, même s'ils ne vous donnent pas toute la facette de ce qu'ils voient, ils vous mettent à l'épreuve, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, je te dis, bon, vas-y, fais l'expérience toi-même, tu reviendras nous dire, parce qu'on dit très souvent que les conseils, les expériences éduquent mieux que les conseils. Donc, moi, je pense que l'enfant aussi a toujours son mot à dire, mais pas pour défier ses parents quand même. Mais dans quelle posture l'enfant s'inscrit lorsque il voit que ses parents sont catégoriquement opposés à ce que lui voit de quand même assez probant et évident? Là, on va parler de l'impact que le choix de ses parents a sur l'impact. Oui, mais je donne un exemple par exemple simple. Papa estime par exemple que vous devez être journaliste alors que peut-être vous avez par exemple un ami qui vous dit que voilà ce que l'on est aujourd'hui en tant que journaliste, voilà, qui vous fait vivre un peu la réalité de la corporation. Comment vous faites pour être, je sais pas comment je vais m'exprimer cela, comment vous faites pour amener papa à comprendre que cela n'est pas bon pour vous, alors que papa est catégorique, vous devez être par exemple journaliste? Bon, il y a plusieurs manières pour refuser quelque chose à quelqu'un. Il ne faut pas aller du coq à l'âne avec quelqu'un quand il te dit, bon, je veux que tu fasses... Il ne faut pas être frontal. Voilà, il ne faut pas être frontal avec quelqu'un. C'est à vous de l'amener à dire, bon, tu veux que je sois journaliste, ok. Tu sais, c'est pas venir à la télé, s'habiller chichement, dire, mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue à cette édition. C'est pas ça être journaliste, ça a des réalités. On va sur le terrain de 7h à 22h sans se reposer. Bien, tu vas sur le terrain. Donc, c'est à vous d'amener et votre papa à comprendre que bon, ce qu'il veut que vous vouliez là, c'est pas votre chemin. Ils peuvent conseiller cela à quelqu'un d'autre. Si c'est pas que c'est vous-même vous l'avez proposé, mais si c'est que c'est vous-même vous l'avez proposé des journalistes et vous accompagner après, vous revenez le voir pour dire, bon, tu sais, le métier là, c'est plus pour moi. Et donc, c'est que c'est déjà mal barré. Mais est-ce que quelque part, comme l'a dit tout à l'heure Diane Kouagou, il n'y a pas de parent qui veut de malheur pour son enfant? Et le parent, c'est lui qui a investi sur l'enfant, c'est lui qui a financé les études. Est-ce qu'au niveau du choix de la filière, il ne peut pas être un peu ferme, sans être fermé? Ferme? Sans être fermé. Oui, je vois un peu. Mais, moi, je reviens toujours sur ça, accompagner. Parce que si, par exemple, tout à l'heure, M. Edouard parlait de... Adjanou parlait de la communication? Non, des moyennes que l'enfant obtenait. Des notes, voilà. Les performances de l'enfant, les performances académiques. Si vous voulez que l'enfant devienne mathématicienne, et puis en mathématiques, il n'y a que toujours 3, 2... Vous voulez comment? Elle va évoluer comment? Comment elle va faire de mathématiques? Comment elle va devenir mathématicienne? Elle va devenir mathématicienne comment? Donc, si vous le voulez ou pas, vous devez l'accompagner pour que ce qu'elle veut vraiment, si peut-être en histoire, je vais là 18, 20, tout le temps, accompagnez-la pour qu'elle puisse devenir historien ou quoi encore. Et parlant, revenons au choix du conjoint. Moi, ça me rappelle une affaire actuellement sur la toile, les P-Square, par exemple, où c'est toute une famille se sont retournés contre une seule personne. Parce que ce dernier a voulu dire que non, c'est celle-là que moi je veux, c'est celle-là qui sera mon épouse. Et ça a brisé une carrière musicale. Aujourd'hui, les P-Square sont plus ensemble, juste à cause de ça.
passe à cause du choix d'un conjoint. Voir toute une famille et une mère même qui détruit comme ça une carrière, c'est pas bien. Aujourd'hui, les fans que nous Non, sommes, on en souffre. mais est-ce que quelque part, on ne confond pas certaines postures? Est-ce que l'affront qui a été livré à l'autre, je ne vais pas peut-être nommer, peut-être il y a forcément des exemples pareils dans la vie. Oui. Est-ce que les affronts livrés à l'autre ne résultent pas du fait que l'enfant a voulu défier son parent? Parce qu'il faut quand même éduquer les enfants à ne pas défier les parents. Parce que lorsque, par exemple, un enfant veut humilier son parent, lorsqu'un enfant veut montrer à son parent que, bon, il ne réfléchit pas bien ou bien il a des idées désuètes, le parent, lorsqu'il sent son ego blessé, lorsqu'il sent qu'il est méprisé au regard des sacrifices qu'il a consentis pour la vie de cet enfant-là, pour son éducation, pour sa scolarisation, pour son émancipation, son éclosion, est-ce que le parent ne peut pas parfois être dans un duel avec l'enfant, ce qui n'est même pas encourageable? Défier, non, je ne dis pas. Un parent qui dit parce que cette fille-là n'est pas de notre religion, tu n'as pas le droit de l'épouser. Est-ce que c'est défier? Est-ce que c'est défier mon choix? Après tout, j'ai le choix. Si déjà j'ai atteint l'âge majeur, 18 ans déjà, et je peux prendre mes propres décisions, je peux faire le choix. Merci beaucoup pour cet exemple que vous nous donnez, quand même, qui va nous permettre quand même de rentrer un peu dans le sujet qu'on aura quand même à décliner peut-être en plusieurs parties. Peut-être on aura une partie aujourd'hui, une autre partie peut-être le samedi prochain et bien d'autres. C'est de savoir au niveau de vous, Achille Koueno, est-ce que vous pensez que le choix de la religion de l'enfant lui est personnel ou dicté par les parents? C'est personnel. C'est personnel pour vous? C'est personnel pour moi. Déjà, pourquoi? C'est personnel. Déjà, quand on est, on vit au monde, forcément, les parents ont déjà leur religion. Et tu veux ou pas, déjà dès l'enfance, tu dois accompagner. Si c'est un protestant, tu vas accompagner. Si tu ne veux pas, papa, maman t'amène à l'église. Mais après, quand tu évolues dans la vie, surtout quand tu atteins l'âge qu'il faut, 8 ans, tu es toi-même maintenant, tu dois diriger ta vie. Et quand tu commences par rencontrer des difficultés qu'il faut, je pense que là, les parents n'ont plus le droit. Si tu vois que, par exemple, un beau jour, tu as une maladie, ou peut-être, c'est peut-être que c'est le fruit du hasard, hein, ou c'est si les célestes ont amené, et tu as trouvé satisfaction, mais tu te dis que là, c'est là où j'ai trouvé mon bonheur. Donc, c'est là que ma religion, je pense que c'est là. Parce que c'est là il y a le vrai Christ. C'est là. Parce que les parents sont protestants. Je dois forcément dire que non, c'est protestant. Alors que c'est là où j'ai trouvé non. Je suis obligé de changer de religion. Je devais céleste. Parce que c'est là où j'ai trouvé mon bonheur. Là, est-ce qu'on va dire que c'est un choix personnel ou bien une contrainte? Non, pas forcément une contrainte. Je peux trouver mon bonheur là. Et toutefois, je peux dire que non. C'est juste parce que... Alors, vous pouvez toutefois être protestant et de temps en temps aller à l'église et céleste pour les offrandes. Ça ne gêne pas. Je reviens dans Srine Fatombi. Diane Kouabou, est-ce que vous pensez que, puisqu'on en parle, on y est progressivement vers le vif du sujet, est-ce que vous pensez qu'un enfant doit s'affranchir du choix de ses parents dans le choix de sa religion? Je dirais oui. Donc, vous estimez, par exemple, que si vous êtes né de père et de mère musulmane, vous pouvez décider d'aller à l'église? Oui. Je peux décider d'aller à l'église. Pourquoi? Parce que je donne un exemple, par exemple. Hein. Oui. Papa a un imam. Maman, ce qu'on appelle dans la religion Yoruba, dans la religion islamique, chez les Yoruba, il y a Sunna, c'est-à-dire qu'une femme quand même qui est taxée exemplaire sur le chemin de la religion islamique, dans les pratiques islamiques, la législation islamique. Alors, vous décidez d'aller à l'église, de devenir sœur. Pourquoi? Pourquoi? Parce que chacun a ses convictions, chacun sait pourquoi, étant né de la religion musulmane, je décide de devenir chrétienne. C'est moi qui sais ce que je trouve quand je vais dans l'église et christianiste. Donc, je ne vois pas aucun... C'est vrai, ça ne serait pas facile parce que tu ne peux pas naître dans une famille musulmane ou bien chrétienne et décider du jour au lendemain changer de religion. Ça ne serait pas facile, mais c'est à toi de voir les manières que tu peux adopter pour convaincre les parents. Ou bien parfois, on dit que pour arracher quelque chose, ce n'est jamais facile, donc il faut y aller. C'est difficile de s'imposer quand on est enfant, parce que tu n'as
pas le droit. C'est les parents qui disent ta vie. Il faut être clair, tu n'as pas le droit. Mais est-ce que le fait que les parents disent ta vie n'est pas de l'ordre normal des choses? Oui, c'est ça, c'est de l'ordre normal, parce que les parents ont un rôle d'accompagnement. Parce que quand tu viens, forcément, les parents doivent prendre. Quand on est né, c'est maman qui nous a pris à pour que tu puisses savoir. Mais est-ce qu'on se souvient de tous ces sacrifices-là que nos parents ont consentis sur nous, de 0 jusqu'à 25 ans, avant qu'on ait peut-être l'âge d'une raison quand même structurée, avant qu'on se pas dire qu'on raisonne à l'égard des parents? Oui, il faut raisonner, mais il ne faut pas manquer de respect aux parents. Il faut faire la nuance. C'est pas parce que désormais je suis céleste et les parents ont demeuré protestants que je vais dire que non, vous là, quittez là, pourquoi vous allez à l'église? Non, je respecte le choix des parents. Lorsque je reste dans la religion catholique, puisque c'est que tous les deux vous êtes catholiques, je suis quand même très friand de tout ce qui est religieux, tout ce qui est spirituel. Je crois que la Bible dit quelque part: honore ton père et ta mère. Oui, et je crois que c'est le seul commandement de Dieu dans la Bible qui a sorti de récompense. Alors, lorsqu'on vous dit d'honorer votre père et votre mère, on fait honneur à papa comment? Lorsque vous avez un père, par exemple, qui est prêtre catholique, vous avez, non, les prêtres ne font pas des enfants, mais lorsque vous avez, par exemple, un père qui est pasteur d'une église, vous avez votre mère également qui est pasteur d'une église, est-ce que vous laissez l'église pour devenir prêtresse vaudou? D'accord. Pas qu'on diabolise le vaudou, bien sûr, mais est-ce que vous quittez l'église pour devenir prêtresse vaudou? Lorsque l'on sait que dans certaines églises, le vaudou est traité autrement. Est-ce qu'en ce moment-là, vous honorez toujours votre père et votre mère? C'est vrai. Vous avez peut-être raison. Hein. Non, je pose juste des questions ici. Je dis des questions. C'est juste une question. Mais, honore ton père et ta mère. On sait que, autant, mais si tu as toutes les sens au point, tu dois forcément, il y a des choses. Il y a mille manières d'honorer son père et sa voilà, mère. il y a mille manières de merci d'honorer son père et sa mère. Vous ne pensez pas, vous, et là je me retourne vers Nasrine Fatoumi, je reviens à chez nous, là, puisque Nasrine depuis nous observe, vous êtes Nasrine Fatoumi, donc vous êtes née musulmane. Vous êtes né dans la tradition islamique musulmane. Vous ne pensez pas que le meilleur honneur qu'une fille puisse faire à son père, même si elle ne trouve pas un mari peut-être musulman, c'est de rester dans la religion musulmane, surtout lorsque son père est par exemple un grand leader religieux qui propage des enseignements religieux en phase avec la loi et la législation islamique. Tout à fait, c'est une des manières d'honorer, pas uniquement son père, sa famille, toute sa famille, même que ce soit ta famille paternelle ou maternelle, parce que déjà, comme vous l'avez dit, c'est un exemple, je crois que vous donnez, votre père est un leader religieux et chaque vendredi, c'est lui qui prêche, mais vous savez, il y aura toujours quelqu'un quelque part qui va se lever, bon voilà, son père toujours les vendredis, il vient nous dire de faire ci, de faire ça, mais sa fille, c'est aller se marier avec un chrétien. Quel chrétien encore? Un chrétien catholique. Donc, il y aura toujours forcément des non-dits et des dits que d'autres ne vont pas apprécier, même si ce n'est pas volontairement. En tout cas, le choix revient à celui ou celle qui veut se marier dans... Moi, je ne dis pas que la religion catholique ou protestante est mauvaise. La religion musulmane est la plus parfaite. Donc, chacun a ses choix et ses convictions en ce qui concerne la religion. En tout cas, pour moi, si ce n'est pas contrainte, moi, je ne me vois pas épouser quelqu'un qui n'est pas de ma religion. Alors, excusez-moi, il y a quelque chose qui m'est venu rapidement à l'esprit. Quand on dit d'honorer son père et sa mère, quand tu sais, par exemple, que vous êtes évangélique et que papa, avant d'aller à l'église les dimanches, peut-être, va consulter quelqu'un pour dire que voilà, et tu sais, des fois même papa peut t'amener vite, ouais, et puis ils font les choses avant que le papa ne dise la messe là, papa doit faire des trucs avant. Quand tu sais tout ça là. Non, si papa le fait, là il n'y a pas de problème. Non, parce que papa, c'est lui qui vous a inspiré à choisir davantage une voie à l'autre. Mais lorsque vous êtes ce que je dis... oui, mais avec Kader, si vous le permettez, c'est vous qui posez vraiment les questions. Est-ce que de nos jours, la question de la religion doit être encore quelqu'un qu'on doit attirer de gauche à droite, si chacun sait déjà ce qu'il veut, ce qu'il en ressent? Les fidèles qui viennent à l'église de votre père,
disent que voilà, c'est Jésus, c'est Dieu, on vient Dieu, c'est Dieu, on crie Dieu. Alors que peut-être papa va voir un vaudisant et il va prendre des trucs, avant de rentrer à l'église, il doit faire ça, il doit faire ci. Et toi, tu vois tout ça là. Maintenant, on dit d'honorer ton père dans la main. Mais pour toi là, ce que papa fait là, tu dis que papa ment aux fidèles. Je ne veux plus rester dans ça. Et on dit que d'honorer son père. Tu quittes. Est-ce qu'il appartient à un enfant de juger ses parents? Non. Non, attendez. Disons que. Peu importe ce que papa fait, vous n'avez pas le droit de le juger. Il a ses raisons pour lesquelles il le fait. J'ai subi ça pendant 17 ans. Mais est-ce qu'il vous a forcé de l'accompagner dedans? Attendez. C'est le mensonge de papa qui vous a payé la scolarité, qui vous a payé la maternelle, qui vous a payé le primaire, le secondaire. C'est possible, vous trouvez un job. Le collège, la licence, le master et même le doctorat. Alors, comment se fait-il que, dès que vous êtes devenu docteur en sociologie, que vous, maintenant, vous voulez raisonner pour estimer que papa a menti? Mais c'est l'argent de mensonge qui vous a nourri. Je ne dirais pas aux fidèles, mais oui, mais dans votre raisonnement, les fidèles de papa pour dire que non, que mon père il fait, ne venez plus ici. Non. Je dis à mon père, ok, je respecte ce que tu fais. Oui, tu m'as fait ci, tu as beaucoup fait pour ma vie. Ah, je t'en remercie. Je te remercie vraiment pour ça. Mais moi, je ne peux plus rester dans ça parce que j'ai atteint l'âge de raison. Je pense que là où je suis maintenant, je ne peux plus rester dans ça. Je raisonne mieux et je ne peux plus rester dans ça. Vous allez mieux que je ne dirais pas que je raisonne, mais je vais trouver les mots qu'il faut pour dire que je ne veux plus aller là-bas, que je préfère choisir ma religion, ou je deviens athée, je ne veux plus être... Moi, j'ai une question pour Diane. Oui. Vous êtes toutes deux là et c'est un peu mal que Morissette n'est pas ici quand même pour qu'on puisse quand même l'écouter sur cette thématique, mais on aura peut-être le temps de revoir ça samedi prochain. Oui. Diane Kouabou, vous êtes pratiquement le même avis que Achille, mais lorsque vous estimez que l'enfant peut être libre de choisir peut-être sa religion, choisir sa profession, qu'en est-il de son orientation sexuelle? Ah, ça vous fait tous rire. On n'apprend pas à l'enfant. On n'apprend pas à l'enfant. Personne n'a appris ici. À comment faire toucher une femme, on l'a appris. Personne n'est allé à l'école, il dit ça. Oui, mais bon, je parle d'orientation sexuelle. C'est-à-dire quoi? Lorsque, Diane Kouabou, vous faites une fille qui décide qu'elle ne veut pas connaître les garçons. Elle veut connaître des filles. Vous avez un garçon, lui, il préfère être en couple avec des garçons comme lui. Alors, si l'enfant a décidé... Est-ce que vous respectez son choix? Je respecte son choix. Oui, je respecte son choix. Achille est en train de vous quitter. Achille est en train de vous quitter là. Maintenant, si l'enfant décide peut-être d'aimer une autre fille, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire quoi dedans? Tu auras beau lui parler. Si c'est qu'elle s'est déjà dirigée vers ce côté, tu ne pourras rien faire. Donc, qu'elle y aille. Aujourd'hui, c'est peut-être pas permis au Bénin, mais on en connaît plusieurs ici qui se sont désorientés. On ne va pas les tuer. Donc vous savez que c'est une désorientation. Oui, je suis consciente de ce que je dis, mais si cette désorientation, est-ce qu'elle résulte, puisque nous, notre sociologie africaine ne la conçoit pas. Pas du tout. Celle européenne la conçoit. Elle-même la défend. Mais notre société africaine ne la conçoit pas que deux hommes puissent se mettre ensemble pour dire qu'ils sont en couple. Alors, est-ce que c'est l'éducation qui est ratée ou c'est une question liée aux hormones ou carrément c'est de la liberté de l'enfant de ce choix? Je dirais que c'est un tout. C'est un mélange. Oui, c'est un mélange. Pourquoi? Parce qu'il y a de ces enfants, c'est du bas âge, qui découvrent qu'ils sont peut-être désorientés. J'ai un côté homme alors que je suis femme. J'ai un côté femme alors que je suis homme. Depuis le bas âge, on connaît un ami sénégalais. Mais c'est depuis le bas âge que lui il a su qu'il était il est attiré par le sexe opposé. Par le sexe opposé. Et ses parents. Je n'est pas d'accord avec vous. On ne sera jamais d'accord parce que c'est un débat qui n'est pas vraiment permis en Afrique. Donc, et de plus. À vous entendre, vous le concevez, vous tolérez ça. Non, c'est pas comme si je l'accepte, mais ce qui est, comment on peut le changer, on ne peut pas le changer. On a beau interdire ça au Bénin, mais il y en a des gens qui sont désorientés. Qu'est-ce qu'on pourra faire?
En contre Afrique. ça. Donc, je disais quoi plutôt que le garçon, c'est depuis le bas âge qu'il a su qu'il est intéressé par le sexe opposé. Et ses parents l'ont accepté comme ça. Et de surcroît, il avait une amie, malgré une amie femme, malgré que les parents savaient qu'il était un homme, on le laissait venir rester avec parce qu'il ne s'intéressait pas aux femmes. Non, c'est compliqué alors. En Il Afrique, ne s'intéressait pas aux femmes. en Afrique, nous avons des normes. C'est un Africain, c'est pas un Européen. Et il y a des normes en Afrique. Et on connaît la culture africaine. Et il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Déjà, jusqu'à maintenant, l'Africain n'accepte pas encore, il faut être clair, que deux femmes se disent du même sexe, disent que bon, ils s'aiment, ils vont faire. Non, non. Mais deux hommes. Achille va chômer. Mais deux hommes du même sexe disent que ils s'aiment, ils vont faire. Non, c'est ça. Il y a des normes sur lesquelles l'enfant ne peut pas franchir. Lui-même sait que, dans son subconscient, sait que ça, je ne peux pas faire. Lui-même il sait que je ne peux pas faire. Donc, Comment ça, il sait? Non, oui, il sait. S'il voit d'autres le font, pourquoi pas lui? Si dès l'enfance, je vois mon enfant adopter déjà des comportements, ou bien dire des choses. Des comportements, ou bien porter des tenues. C'est là où je parle d'accompagnement, quoi. C'est là où le parent doit intervenir. Parce qu'il y a des choses, hein, si vous faites ça, si on vous refuse ça depuis le début, là, je vous assure, vous allez laisser ça. Ça peut être dans... vous pouvez venir au nez avec ça, ça peut être dans votre corps. Vous allez quitter ça. Ça va quitter votre corps. Comment? Oui, parce que ça dépend de comment le parent gère ça avec vous. Ce que le parent vous dit, comment le parent dialogue sur ça avec vous. Comment le parent, quand vous posez des actes, comment le parent vous refuse ça. C'est ça. C'est ça. Nasrin Fatoumi, vous accepterez que... Êtes-vous dans la défense de l'enfant qui choisit une orientation sexuelle particulière? Si c'est son choix, qui suis-je pour refuser? Donc vous, Nasrin Fatoumi, fille musulmane qui quand même respecte les prescriptions de la loi islamique, vous aurez une fille qui va dire, bon, maman, moi, je veux les femmes. Un garçon qui va dire, maman, moi, je veux les garçons. Il ira apprendre et revenir. De toute façon. Il apprend quoi? Il ira apprendre et revenir. De toute façon, je ne pourrais pas le lui refuser. C'est comme vous l'avez dit, si c'est depuis le bas âge, vous voyez déjà votre petite fille qui se habille comme un enfant et un garçon, il faut lui refuser ça. Ben, écoute, une fille ne s'habille pas comme ça. Une fille s'habille tête. Mais si vous ne lui refusez pas et vous l'accompagnez dans ça, si elle grandit ou bien s'il grandit déjà à partir de 18 ans, vous ne pouvez plus rien faire. C'est que vous l'acceptez tel qu'il est. Voilà, c'est ça où le travail. Pas seulement de l'accompagnement, les parents aussi conseillent et ils guident. Il y a même ce accompagnement, il faut mettre les points sur les i. Oui, mais ok, si vous criez du matin au soir, il ne faut pas porter de jean, il faut te mettre en robe. Et si elle n'écoute pas? Je ne suis pas d'accord. Parce que si on doit se baser de l'habillement, je suis une preuve palpable. Vous avez comme des hommes. Non, pas comme des hommes, mais depuis mon enfance, moi, je n'ai jamais aimé les jupes, les pagnes. Quand j'avais 15 ans, si tu me vois à la maison, je suis toujours en culotte, toujours en pantalon. Tu vas voir dans la plupart de mes vêtements, c'est des pantalons. L'habillement. Oui, mais on va dire vous copiez l'Occident. Non, même pas. Ça dépend de comment je me sens quand je porte le pantalon. Donc, si vous vous sentez à l'aise en pantalon, tout simplement de l'habillement de l'enfant. Non, mais il y a pantalon dans pantalon. Il y a des pantalons qui sont des pantalons de femmes. Il y a des pantalons qui sont des pantalons d'hommes. Alors, lorsqu'on voit femmes en train de porter des pantalons d'hommes, ou bien coudre des bombards. Ok, supposons que tous les jours que je fais, vous levez, vous portez la tenue de votre grand frère. Oui. Tous les jours. Alors que vous avez vos propres tenues, portez les baskets de votre grand frère, aller à l'école, revenir, porter ses débardeurs, sortir, aller vous balader avec vos copines. Et tu fais ça. Ouais, regarde, tu vas te taper. Alors, on va conclure, on va y revenir peut-être samedi prochain sur la même thématique, peut-être avec les mêmes ou peut-être d'autres acteurs. Diane Kouagou, alors, entre l'enfant et le parent, qu'est-ce qu'il faut? Qui décide pour qui finalement? Qu'est-ce qu'on retient? Moi, je dirais toujours qu'il faut... Le choix est libre. Mais il faut toujours écouter quand les parents nous instruisent quelque chose. Et souvent, quelques idées. Par exemple, moi, mon père me dit,
moi, si on m'avait choisi, on m'avait appelé, on m'avait expliqué que la filière journalisme que tu veux faire, j'allais pas le faire. J'allais m'orienter ailleurs, mais j'ai choisi moi-même. Pourquoi vous regrettez d'être journaliste aujourd'hui? Pas regret, mais je m'aurais orientée dans une autre filière. Dans une autre filière. Oui. Donc ça c'est notre commentaire. Votre conclusion. Bon, moi, je dirais pour finir que le choix est libre. Il faut surtout s'écouter, avoir l'esprit de communication, que ce soit le parent, que ce soit l'enfant. Mais une chose est quand même primordiale, il ne faut jamais défier ses parents. Il ne faut jamais défier ses parents. Achille, oui. La communication est primordiale. Si vous savez bien discuter avec vos enfants, trouver les bonnes astuces, vous n'aurez pas, ce ne serait même pas comme du forcing. L'enfant vous suit. Mais quand l'enfant atteint l'âge de raison et commence par rencontrer, comme on dit, des trucs sérieux dans la vie et qu'on va prendre cette décision, faut pas dire que bon, il me manque de respect et il n'est pas mon enfant, tout ce que je lui ai appris ne suit pas. Non, il ne faut pas le faire. Il faut toujours essayer de communiquer avec l'enfant, même quand il est grand. Ça dépend de comment vous l'abordez et peut toutefois changer la vie. Merci à vous, Achille Kouenou, merci à Diane Kouabou, merci à Nasrine Fatoumbi, merci à vous, chers amis internautes. On va y revenir samedi prochain avec peut-être les mêmes acteurs ou d'autres sur la thématique qui est assez intéressante, qui quand même met, j'allais dire, au banc des accusés, l'interrelation qui doit subsister entre parents et enfants, et véritablement, parce que cela est la base de plusieurs dislocations de familles, cela est la base de beaucoup de familles qui sont disloquées parce que véritablement, papa a pensé ceci pour son enfant, mais l'enfant a estimé que ce n'était pas meilleur pour lui. Peut-être l'enfant a choisi telle orientation alors que papa a estimé que cela le déshonore. On va y revenir. Merci à vous, chers amis internautes. C'était Free Week de ce samedi. Merci pour l'attention. Portez-vous bien. Belle suite de programmes sur USAO TV. N'oubliez pas notamment notre GT du soir. Portez-vous bien et belle suite de programmes sur USAO TV.